Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, je suis toujours en Californie, comme vous voyez, il fait très beau, il doit être 14h44. Je vous rassure, je n'ai pas fui l'Algérie, je n'ai pas fui la France. Vous savez que je suis un homme de parole, un homme de principe, et j'assume tout ce que je dis et j'assume tout ce que je fais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'affaire Tariq Ramadan. Vous savez que cette affaire Tariq Ramadan, elle est emblématique de ce qui peut se passer ou de ce qui peut arriver à toute personne publique, connue, qui peut déranger une certaine opinion publique ou qui peut embêter un certain groupe social, médiatique ou politique. Si j'ai décidé de faire ce live, c'est après la décision de la Cour d'appel de Paris de renvoyer Tariq Ramadan, l'affaire Tariq Ramadan, à un procès, notamment au sujet de 4 personnes qui ont porté plainte contre lui pour des affaires supposées de viol. Vous savez qu'il y a quelques mois, la chambre de l'accusation avait décidé de ne retenir qu'une affaire de viol. Et aujourd'hui, on est passé de une affaire à 3 affaires sur 4. J'ai lu un article du Parisien très intéressant qui disait qu'il y a une espèce de doute, d'interrogation sur cette fébrilité de la justice française qui nous a habitué à beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sagesse. Donc aujourd'hui, si je fais ce live, c'est pour partager avec vous certaines interrogations. Vous savez qu'en 2013, j'ai renoncé à ma nationalité française pour essayer de contribuer à consolider la démocratie en Algérie. Cela m'a coûté 4 prisons en Algérie pendant 5 années où j'étais emprisonné et placé en résidence surveillée. Ensuite, j'ai été emprisonné en France, à Fresnes, entre octobre et décembre 2023. Et cette incarcération à Fresnes, elle a eu lieu alors que j'étais bloqué en Algérie. J'avais été en effet condamné par défaut à 18 mois de prison pour une affaire supposée de non-déclaration de mes revenus en 2011 et 2012. Et parce que j'avais, et cela je l'assume complètement, héberger des clandestins algériens, marocains, tunisiens, guinéens qui n'avaient pas de papier. Vous savez que moi, j'avais un parc locatif et j'hébergeais en effet des personnes sans papier. Certains payaient des loyers, la plupart ne payaient pas de loyer. Donc ça, je l'assume totalement. Donc j'avais été condamné à 18 mois de prison ferme. Et comme il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été délivré contre moi, sitôt que le président algérien Abdelmadjid Tebboune m'avait accordé 3 grâces présidentielles, j'avais informé la justice française que j'allais me rendre volontairement et librement à la justice française le 5 octobre 2023 et c'est ce que j'ai fait. Donc aussitôt arrivé à l'aéroport d'Orly, j'ai été incarcéré à Fresnes. Vous savez, quand vous avez un mandat d'arrêt, la justice a 2 mois pour organiser un nouveau procès. Elle peut décider soit de vous laisser en prison, comme ça a été mon cas, jusqu'à la date du procès, soit de vous libérer, et ça dépend de votre personnalité, de votre casier judiciaire. Et le tribunal avait considéré que je devais rester en prison, car ils avaient peur que je m'enfuis au Togo, parce qu'en effet j'avais été au Togo en vacances avec mon fils quelques mois plus tôt, ou aux États-Unis, où j'ai aussi mon fils qui est ici, car il était étudiant à l'université de Stanford à San Francisco. Alors, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Vous savez que la plupart des Algériens me connaissent. J'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas celui d'être un fugitif. C'est-à-dire que quand je dis que je vais rester en France et que je vais assister à mon procès, ça veut dire que je vais vraiment rester en France et que je vais vraiment assister à mon procès. En Algérie, en décembre 2019, on m'avait fait savoir que si je rentrais en Algérie, j'allais être emprisonné. Je n'ai pas fui,
J'étais à Hong Kong à l'époque. Je me suis rendu en Algérie et j'étais en procès. J'étais en prison. Donc c'est pas Rachid Nekaz qui va se soustraire à ses obligations de justiciable. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que j'ai été emprisonné pendant 75 jours en France et j'ai été libéré, mais après avoir été condamné à 1 an de prison et avec un bracelet électronique. Donc moi je m'attendais à ce qu'on me mette le bracelet électronique. Ben, figurez-vous que le juge ne m'a pas mis le bracelet électronique. On m'a même accordé un récépissé de carte de séjour et j'ai pu me rendre au Sénégal où j'ai été le théoricien du plan B au Sénégal et qui a permis donc à M. Diomaye Faye d'être président de la République et à M. Ousmane Sonko d'être Premier ministre. Et je suis revenu en France. Après j'étais en Algérie, je suis revenu en France, j'étais en Espagne, je suis revenu en France. Et là, je suis aux États-Unis et je reviendrai en France. Pourquoi? Car je suis un homme de principe. Car je suis un homme de parole. Car je suis un homme public. Et quand on est un homme public, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et maintenant, je vais revenir à l'affaire Tariq Ramadan. En 2008-2009, j'ai défendu le droit de se défendre du brillant avocat franco-algérien, Maître Karim Achoui. On l'avait accusé d'avoir contribué à l'opération illégale de sauvetage d'un détenu à la prison de Fresnes. Moi, j'ai toujours défendu un principe très simple. Tant que quelqu'un n'a pas été jugé, condamné, il a le droit d'être défendu. Donc à l'époque, j'avais défendu les droits du justiciable Maître Karim Achoui. J'avais même organisé une grève de la faim pendant 20 jours à l'extérieur de la prison de Fresnes, alors même que lui-même organisait une grève de la faim à l'intérieur de la prison de Nanterre, Et j'ai même payé sa caution de 50 000 € en attendant son procès. Et que s'est-il passé? Il avait passé 52 jours en prison. Et lors de son procès en appel, il a été acquitté. Mais entre-temps, on l'avait interdit d'exercer la profession d'avocat, on l'avait sali dans les médias et on avait mis en doute sa probité en tant qu'avocat. Et lorsque j'ai vu ce qu'on avait fait à Maître Karim Achoui, je me suis dit que plus jamais je laisserai tomber un homme ou une femme qui soit viennent de la communauté africaine ou de la communauté musulmane. Et c'est ce que j'ai fait ensuite lorsque le professeur Tariq Ramadan a été poursuivi en justice et emprisonné provisoirement suite à des plaintes des femmes qui l'ont accusé de viol. J'ai organisé 17 manifestations pacifiques devant la prison de Fresnes pour demander à ce que le professeur Tariq Ramadan puisse être libre et préparer sa défense en vue de son procès. Donc je ne défends pas l'homme, je défends son droit de se défendre. J'avais fait la même chose avec Maître Karim Achoui en 2008-2009. J'ai fait la même chose avec le professeur Tariq Ramadan en 2018-2019, avant mon incarcération en Algérie. Donc aujourd'hui, je m'interroge avec vous pour comprendre pourquoi, à chaque fois qu'un Français ou un Européen d'origine étrangère, qu'il soit africain, qu'il soit nord-africain, pourquoi à chaque fois on lui crée des problèmes judiciaires? Karim Achoui 2008-2009, Maître Karim Achoui 2008-2009, professeur Tariq Ramadan 2018 jusqu'à maintenant, Rachid Nekaz 2019-2024. Et pourquoi? Pourquoi on utilise l'arme judiciaire pour essayer de casser, de briser l'élan d'un individu? Et à ce que je sache, Maître Karim Achoui n'a pas fui, le professeur Tariq Ramadan n'a pas fui, et Rachid Nekaz n'a pas fui. Nous assumons nos positions, que ce soit des positions intellectuelles, des positions juridiques, des positions médiatiques,
des positions politiques. Mais pourquoi à chaque fois on veut briser quelqu'un en utilisant l'arme de la justice? Donc je ne suis pas là pour défendre encore une fois le professeur Tariq Ramadan, mais je défends son droit de se défendre. Car aujourd'hui, que se passe-t-il depuis 2018? Le professeur Tariq Ramadan a tout perdu. Je dis bien tout perdu. Son honneur, son image, sa situation professionnelle. Il était professeur à Oxford, à Doha au Qatar. Sa position de conférencier à la fois en France, en Europe et dans le monde entier. Qu'est-il arrivé à Maître Karim Achoui? Il a été interdit à vie d'exercer sa profession d'avocat. Alors fort heureusement, il est inscrit au barreau d'Alger depuis quelques années, mais il n'a plus le droit d'exercer son métier d'avocat en France, ce qui veut dire qu'il a été ruiné financièrement, comme le professeur Tariq Ramadan était ruiné financièrement. Et pour parler de mon petit cas, la justice française m'a interdit à vie d'exercer toute profession commerciale et industrielle. Elle m'a saisi tous mes biens immobiliers et bloqué tous mes comptes. Donc la question que je me pose, et que je partage avec vous, pourquoi la justice française utilise-t-elle l'arme juridique pour détruire la vie de personnes, alors que, sans préjuger de ce qui va arriver, la plupart des cas, ce sont des dossiers vides. Maître Karim Achoui a été acquitté en 2009. La justice française m'a laissé tranquille. Je suis aux États-Unis, regardez. Alors qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais Rachid Nekaz va fuir en Amérique, va fuir au Togo. Mais on ne va pas fuir, voyons. Et puis, professeur Tariq Ramadan, à ce que je sache, n'a pas fui en Suisse ou en Égypte ou je ne sais où encore. Il est en France. Donc, il assume son rôle de personnage public et il assume sa position de justiciable qui va se battre jusqu'au bout pour défendre son honneur et sa dignité. Car c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais simplement m'interroger avec vous pour comprendre pourquoi la justice française est-elle si fébrile. Nous ne représentons pas un danger. Que ce soit Maître Karim Achoui, que ce soit le professeur Tariq Ramadan, ou moi-même, qui ne suis même plus français depuis août 2013, nous ne représentons pas un danger pour la France. Nous n'allons pas islamiser la France. Nous n'allons pas créer des émeutes en France. Nous n'allons pas exproprier les multinationales françaises. Nous sommes simplement des individus publics qui voulons participer au débat intellectuel, médiatique, juridique, politique, diplomatique, au sujet de thématiques qui concernent à la fois le vivre ensemble en France, car comme vous le savez, il y a 15 millions de Noirs et d'Arabes et de Berbères en France, dont 8 millions d'électeurs potentiels. Nous ne souhaitons pas que ces 15 millions, demain, soient tués dans la rue, soient parqués dans des camps, soient expulsés ou même exterminés, comme les Juifs en France. 73 000 Juifs ont été massacrés en France entre 1940 et 1945. On n'oublie pas que les ratonnades ont commencé en France en 1937, et je vous rappelle que raton, ça voulait dire arabe en 1937. Donc ratonnade, c'est faire violence à des Arabes. Et nous savons qu'à l'approche des prochaines élections, à la fois législatives et présidentielles, que les thèses du Front National et du Rassemblement National deviennent presque majoritaires, ce qui veut dire que la situation va être dramatique. Et nous ne voulons pas que les communautés étrangères ou musulmanes d'aujourd'hui vivent la même tragédie que la communauté juive dans les années 30 et 40. Et je vais vous donner 3 exemples pour éclairer
les interrogations que je partage avec vous aujourd'hui. Il y a un célèbre ministre allemand de culture juive qui s'appelait Walter Rathenau. Walter Rathenau était un homme cultivé, un homme intelligent, un homme de compromis. Vous savez ce qui lui est arrivé? Le 24 juin 1922, il a été tué. Ministre de la République de Weimar, il a été tué. C'était le 24 juin 1922. 1924, pardon, excusez-moi, 1924. Ça fait pas longtemps. Le 7 juillet 1944, c'est-à-dire le jour du deuxième tour des élections législatives, 7 juillet 1944, ça va être son 80e anniversaire. Georges Mandel, ministre de la République française, a été massacré. Les deux étaient juifs. Un juif allemand, un juif français. Il y a une célèbre avenue qui s'appelle Georges Mandel, d'ailleurs j'habitais à côté, dans le 16e, qui porte son nom aujourd'hui. Par qui a-t-il été tué? Par des milices d'extrême droite. Est-ce que vous connaissez Léon Blum? Le fameux chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre du Front populaire, victorieux des élections de 1936. Vous savez qu'il a failli se faire massacrer quand il était Premier ministre? Et qu'à l'époque, un célèbre journal d'extrême droite qui s'appelle l'Action française, dont le fondateur était Charles Maurras, brillant intellectuel, brillant journaliste, dans les colonnes du journal l'Action française, on appelait à l'assassinat du Premier ministre, du chef du gouvernement, M. Léon Blum, parce qu'il avait le tort d'être juif. Et c'est suite à cette tentative d'assassinat que les ligues, toutes les ligues, c'est-à-dire les milices d'extrême gauche ou d'extrême droite, ont été interdites en France. Et une des ligues, celle du colonel de la Rocque, avait 1 million de militants. 1 million de militants qui défilaient sur les Champs-Élysées pour dire « à mort les Juifs ». Et M. Léon Blum, qui a échappé à un attentat lorsqu'il était chef du gouvernement, vous savez où il a passé la guerre entre 1939 et 1945, 1940 et 1945? Il l'a passé en prison. Ministre, intellectuel, journaliste, chef du gouvernement, il a été emprisonné par le maréchal Pétain. Donc, d'aucuns diront, mais c'est du passé tout ça. Non, ce n'est pas du passé. Car l'être humain n'a pas évolué. L'être humain est toujours le même. L'être humain est toujours attiré par la violence. L'être humain est toujours attiré par le sang. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. 40 000 morts, 100 000 blessés. Tous les jours, des gens qui perdent leurs mains, leurs jambes. Et cela se produit dans l'indifférence généralisée de 8 milliards d'individus. Vous croyez que Gaza, c'est loin? Non. Gaza, c'est en Ukraine. Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est l'Europe. Donc, entre Kiev, en Ukraine, et Paris, en France, c'est pas très loin. C'est 3 heures d'avion. Donc, ce qui se passe à Gaza ou à Kiev peut très bien se reproduire ici, à Paris, à Marseille, à Roubaix, à Bordeaux, à Toulouse ou à Biarritz. L'histoire se répète. Donc aujourd'hui, je lance un appel solennel à la justice française. Je souhaiterais qu'elle retrouve la sérénité, le calme, la sagesse, et ne pas utiliser Maître Karim Achoui, le professeur Tariq Ramadan ou Rachid Nekaz comme des boucs émissaires des problèmes que connaît la société française. Et j'utiliserai pour terminer ce live
une phrase d'un grand poète argentin, Luis Borges, qui disait « Nous ne voulons pas être les souffres-douleurs d'un univers trop beau ». Bonne nuit à tous et à toutes.